y a des histoires qui naissent d'une idée, et puis il y a celles qui naissent d'un monde entier. Le voile de Zéphirium, c'est un peu ça. Bienvenue dans l'univers Homo Synthesis. Un futur lointain, quelque part autour de l'an 2256. Un monde qui a connu des conflits majeurs, des fractures technologiques et des choix qui ont changé la définition même de l'humanité. Dans cet univers, les frontières entre l'humain, la machine et la société ne sont plus aussi claires qu'avant. Certaines civilisations ont disparu, d'autres se sont reconstruites, et dans les ruines de l'ancien monde, de nouvelles histoires commencent. C'est dans ce contexte que s'inscrit le voile de Zéphirium. Une histoire de voyage, une histoire de mémoire, et surtout une histoire de personnages qui avancent dans un monde où les certitudes ont disparu. Pour raconter cette histoire, nous avons choisi un format un peu particulier. Pas exactement un livre audio, pas exactement une série, mais des lectures immersives. Ici, Marjo sera la narratrice principale. Elle vous guidera à travers les lieux, les ambiances et les émotions du récit. Et moi, je prêterai ma voix au conte, aux fragments d'histoire et à quelques personnages masculins qui croisent la route de nos protagonistes. L'idée est simple, vous permettre d'entrer dans l'histoire comme dans un paysage. De prendre le temps d'écouter, de ressentir et d'imaginer, parce que parfois, les images les plus fortes sont celles que l'on crée soi-même. Le voile de Zéphirium, c'est aussi un projet un peu particulier pour nous. C'est un univers que nous développons depuis plusieurs années à travers Génération Geek, avec l'envie de raconter des histoires de science-fiction qui parlent autant de technologie que d'humanité. Des récits qui interrogent notre époque à travers le prisme de la fiction, parce que la culture geek a toujours fait ça. Elle raconte des aventures, mais derrière les dragons, les robots ou les étoiles, elle pose souvent une question simple. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain ? Alors installez-vous, prenez quelques minutes et laissez-vous emporter. Bienvenue dans le voile de Zéphirium. Le vent souffle fort sur les falaises de Caux. Il me mord les joues et s'infiltre sous mon manteau. J'ai déjà froid, mais je ne bouge pas. Pas encore. Parce que le Zèf doit revenir. Enfin, il devrait revenir. Et moi, je suis là, collée au bord, à regarder le vieux pont rouge et ses haubans d'acier disparaître dans la brume. Ses poutres grinçantes, certains de ses câbles rompus pendus comme des doigts tendus. Soren, mon meilleur ami, aurait dû être là depuis des semaines. Mais il n'est pas là. Plus personne ne sait où il est. Et le Zèf est parti le chercher. Je serre mes poings dans mes manches. Le vent joue avec mes cheveux, avec mes idées. Chaque souffle me donne l'impression qu'il veut me pousser au bas des falaises. Lessia. Je reconnais la voix avant même de la voir. Et Lara, ma grand-mère, surgit derrière moi, les mains sur les hanches. Elle souffle et râle en même temps. Comme toujours. Tu restes là, à te geler pour rien. J'attends, je laisse tomber. J'attends le Zèf. Elle roule des yeux, mais elle sait bien que je ne vais pas bouger. Et ton grand-père ? Je tourne la tête. Plus loin, sur le plateau, Aesto travaille dans les pièges à air léger. Ses gestes doivent être précis, rapides. Ses ordres doivent claquer comme d'habitude, rythmant le bruit des machines, le ploum régulier des pompes, le sifflement de l'air dans les turbines, le crissement des tubes de refroidissement. Pas besoin de me le dire. Il est occupé, trop occupé pour s'inquiéter de moi. Il est occupé, je réponds, même si ça sonne comme une excuse. Le vent arrache un morceau de ma capuche et je l'attrape au vol. Mes doigts sont gelés, mais je ne les sens pas vraiment. Je pense à mon ami, à son aéronef qui aurait dû revenir. Plus je pense, plus ça me fait un vide dans la poitrine. Ma grand-mère s'approche, met sa main sur mon épaule, chaude, réconfortante. Il reviendra. Mais je ne sais pas si elle croit vraiment ce qu'elle dit. Moi, j'ai l'impression que le monde s'est arrêté, juste pour me montrer qu'il peut être cruel. Alors je regarde le pont, ses poutres rouillées, ses câbles tendus. Chaque vibration me fait sursauter.
Chaque miette de lumière dans la brume semble un signal ou un piège. Et là, je le vois, le Zeph. Il revient, lentement, avec ses lumières qui clignotent faiblement. Le voile de Zéphyrium apparaît dans la brume comme une silhouette majestueuse. L'enveloppe gonflée, légèrement irisée par le vent, surmontée de petites voiles blanches déployées comme des ailes, panneaux solaires scintillant faiblement, la coque allongée et profilée qui glisse dans l'air avec une grâce presque féline. Les 4 hublots ronds sous la coque renvoient des éclats lumineux, et sur le pont supérieur, les membres de l'équipage s'affairent, silhouette sombre contre le ciel gris, faisant vibrer la nacelle comme un cœur battant dans le brouillard. Le sillage du Zeph remue la brume, laissant apparaître de temps en temps des reflets argentés sur ses câbles de tension et ses ballasts. Il semble à la fois immense et délicat, dangereux et familier, comme une légende qui s'avance pour reprendre son souffle. J'imagine mon père sur la passerelle, debout sur les plans inclinés du pont supérieur, ajustant les câbles et les voiles comme un chef d'orchestre, ses gestes précis, méthodiques. Le voile de Zéphyrium respire sous le vent. Ses panneaux solaires captent la lumière diffuse, ses voiles supérieures frémissent et ses cuves d'hélium palpitent doucement comme des cœurs suspendus. Je vois chaque petit détail dans mon esprit. L'équipage qui se déplace avec l'attention silencieuse de ceux qui savent que chaque faux geste pourrait coûter cher. Les instruments de navigation alignés, la verrière légèrement teintée reflétant le ciel, et les cordages qui claquent doucement comme le chant d'une harpe métallique. Dans mon imagination, tout est parfaitement orchestré. Le Zeph n'est pas seulement un aéronef, c'est une maison vivante, un sanctuaire suspendu, une entité à part entière, fidèle aux Zéphyrium. Mais l'inquiétude me rattrape. Est-ce que Soren est à bord ? Est-ce qu'ils ont retrouvé son vaisseau ? C'était son premier voyage. Ça n'arrive jamais qu'on perde un de nos volants. Quel enfer ! Il aurait dû revenir depuis des semaines, heureux, fier, prêt à fêter ses premiers pas d'apprenti. Le vide qu'il laisse derrière lui se creuse dans ma poitrine à chaque souffle de vent. Il faut que je me rende au pont d'amarrage, et vite. Le chemin vers la ville haute est bien trop long pour être parcouru à pied. Je cherche autour de moi les câbles suspendus, les nacelles et les tyroliennes qui relient les falaises à la ville haute. Un réseau de fils tendus au-dessus du vide, à la fois dangereux et fascinant. Je m'élance sur la première tyrolienne. Le vent m'empoigne, me faisant vaciller, mes cheveux blonds flottant autour de mon visage comme un halo. Mes doigts, engourdis par le froid, s'accrochent instinctivement aux attaches, chaque friction du métal contre ma peau me tirant un petit sursaut. Le vide sous moi me fascine, autant qu'il me terrifie. Danse sur les câbles, respire, file. Je sens le vent changer, souffler par rafales, comme s'il voulait me repousser ou m'attirer. Mes pensées vagabondent. J'imagine le Zeph tournant, cabrant, ajustant ses voiles supérieures pour capter au mieux les courants. Chaque oscillation de l'aéronef, chaque cliquetis des instruments résonne dans mon esprit. La tyrolienne suivante me mène plus bas, vers le téléphérique. La cabine grince, bouge et se balance sous la force du vent, mais avance inexorablement. La cabine s'élance, oscille. J'observe la falaise, les chaînes de roches blanches et les mousses grises qui semblent défier le temps et le vent. Je pense à mon grand-père, à mon père, à leur manière de se tenir debout sur les ponts suspendus, aux ordres secs qui claquent comme des tambours, et à la discipline qu'ils imposent, non par tyrannie, mais parce que le vent ne pardonne jamais. Mes pensées s'évadent vers le Zeph. Je vois la cabine principale, j'imagine les compagnons à bord, l'ingénieur surveillant les cuves d'hélium, ajustant la pression avec minutie, le météoriste qui consulte en silence ses cartes et ses instruments, prévoyant chaque rafale, le tisseur d'enveloppes, marchant le long des cordages intérieurs, réparant les tissus et les jonctions avec l'attention d'un artisan. Chaque geste, chaque souffle, chaque mouvement fait partie de ce grand ballet aérien, orchestré par mon père, commandant de la maison familiale volante. Je m'imagine aussi glissant sur le pont supérieur, là où l'enveloppe gonflée d'hélium forme un dôme translucide. Les voiles déployées comme sur un navire, ajustables depuis la passerelle, captent le vent pour réduire l'effort du système de propulsion solaire. Les panneaux solaires luisent légèrement sous le ciel gris,
alimentant silencieusement les instruments et l'éclairage doux des cabines. Tout à bord semble respirer, une combinaison fragile de technologie et de poésie. Enfin, la ville haute apparaît. Les mâts d'amarrage se dressent sur les quais suspendus, les câbles cliquetant dans le vent. Je redouble d'efforts, sautant sur la dernière tyrolienne et atterrissant presque sans bruit sur le bois trempé du quai. Mon cœur bat à tout rompre, mais une étincelle de joie me traverse. Le Zef est là, posé avec majesté, ses voiles encore frémissantes, ses lumières clignotant faiblement. Mon père descend de la passerelle, les traits sérieux, mais le regard rassurant, ses mains tachées d'huile et de graisse. Je cours vers lui, haletante, les yeux brillants. « Père, vous l'avez trouvé ?» dis-je, la voix tremblante, presque suppliante. Je descends en claquant des dents. Le froid du funiculaire me mord la peau. La cabine grince ou gémit, difficile à dire, puis glisse le long du rail intérieur. Les freins sifflent légèrement. Sous moi, la roche disparaît. Les parois du tunnel défilent en traits sombres, puis la lumière grise de la ville basse m'accueille comme un halo ferrailleux. Les portes s'ouvrent et je sors dans un monde d'odeurs. Sel, rouille, métal humide, bois mouillé, un mélange qui me frappe au visage, brutal, presque familier. Autour de moi, les docks du vieux port se déploient en rangées de hangars abandonnés, de quais en béton fissuré, de grues immobiles plantées comme des géants endormis. Les anciens entrepôts, en briques écaillées, nourrissent encore les convois du rail. De vieux wagons stationnaires reconvertis en ateliers, des plateformes de chargement, des entrepôts devenus habitats. Des lampes vacillent le long des câbles tendus, petites lumières électriques timides noyées dans la brume. L'air sent le métal froid, le vernis ancien des planchers, l'odeur ténue du fioul, maigre reliquat d'une époque depuis longtemps révolue, mêlée à celle plus douce du pain chaud qu'un marchand ambulant vend sur un coin de quai. Je marche sur les pavés irréguliers où l'eau salée suinte entre les pierres. Mes bottes cognent doucement contre le sol mouillé et l'écho résonne dans les hangars vides. À chaque pas, je sens le poids de l'absence. L'absence de Soren, l'absence de son aéronef, l'absence de certitude. Je serre les poings. Le vent du port souffle en rafale. Il emporte avec lui des harangues lointaines, des chaînes qui grincent, des rumeurs de convois en partance. Je lève les yeux, cherchant Prune parmi la foule. Des silhouettes passent, l'odeur chargée de caisses, musiciens roulants tirant des instruments, enfants accrochés aux robes des mères, anciens au regard fatigué. Le monde ferreux grouille, respire, vit dans le métal et la pierre. Puis je la vois enfin. Elle est adossée à un ancien wagon reconverti en salle de musique roulante. Plancher de bois, fenêtres grillagées, instruments empilés, un violon élimé, une contrebasse aux cordes usées, des pots de tambour. Elle me fixe. Ses yeux noisettes me traversent. Elle sourit, mais ses épaules portent la fatigue et la responsabilité de ses 15 ans. « Lessia !» s'écrie-t-elle quand je m'approche. Je cours vers elle, le cœur battant. Elle m'enlace, et pendant un instant, le monde s'efface. Le vent, les bruits, les silhouettes, il ne reste que son parfum de bois humide et la chaleur tremblante de ses bras. « Viens, on monte en ville haute. Le Zef est revenu et toute la famille doit être là. » Son ton est doux, mais ferme. J'entends un tic-tac invisible dans les mots de ma sœur. Autour de nous, certains laudeurs lèvent la tête vers le ciel ou glissent un regard inquiet vers les rails. Prune se penche vers moi. « Tu sais ce qu'ils disent à propos du Zef ? Quoi ? Que la ville basse, c'est le cœur de fer de notre peuple. Que sans nous, les airs n'ont pas d'histoire. » Je baisse les yeux vers les rails. Brillants, froids, impassibles. Dans le silence, ils émettent un frottement ténu, un crépitement presque vivant. Ils racontent des voyages, des départs, des retours. Ils sont les artères d'un géant de pierre. Nous partons, côte à côte, remontons la pente vers le funiculaire. Le bois des marches craque sous nos bottes. Les cordages grincent. Des gouttes ruissellent dans ma nuque. Le vent nous gifle. Je serre la main de Prune pour ne pas glisser. Mes muscles vibrent. Mon cœur cogne trop vite. « Tu as peur ? » me demande-t-elle, le regard fixe. Un peu. Ça va aller. Sa voix sonne comme un serment.
comme si elle avait décidé, d'avance, que rien ne nous atteindrait. Elle sait que mon apprentissage va commencer un jour ou l'autre, que je vais devoir trouver ma place parmi les miens, et que rien ne sera facile. Le funiculaire démarre, il grince, couine, nous hisse vers la ville haute. Les vitres sont embuées, je n'aperçois que des ombres floues, rochers, falaises, nuages lourds malmenés par le vent. Quand la cabine s'arrête, une tension étrange me traverse. La ville haute apparaît, perchée, hérissée de toits métalliques et de ruelles serrées, mélange de briques sombres et de panneaux solaires, de cheminées fumantes et de verrières. Au loin, le quai d'amarrage se découpe, câblé, vibrant, accroché à la falaise comme une promesse fragile. L'air est plus chaud ici, plus dense. C'est presque choquant après l'amertume saline du port. Prune se tourne vers moi. Son demi-sourire est fatigué, mais déterminé. Ce soir, on fera fond, tous ensemble. Sa main se pose sur mon épaule, ferme, protectrice. Je hoche la tête. Mon souffle se raccourcit, le vent soulève mes cheveux. Près des quais, des wagons silencieux reposent, rangés avec une précision militaire. Les rails serpentent comme des veines de métal. Le ciel gris assombrit les falaises. Je lève les yeux. Je vois le Zef. Ces voiles qui clapotent. Ces hublots qui découpent la brume. Ces cordes qui vibrent doucement. J'entends le chant métallique du vent contre l'alu, le cliquetis des haubans, le faible bourdonnement des moteurs électriques. Le Zef, immense et fragile, pont suspendu entre ciel et terre, entre rêve et acier. Je serre le poing. Le sel me pique les yeux. La peur me noue la gorge. Mais une chaleur monte aussi en moi, lente et sûre. Une détermination. Je ne suis plus seulement une enfant collée à la falaise. Je suis Lessia des Zéphyriums. Et ce soir, ils n'ont pas retrouvé le cumulonimbus. Ils n'ont pas retrouvé Soren. Mais je ne perds pas espoir. Et bientôt, ce sera mon tour. Moi aussi, j'irai le chercher. Prune et moi grimpons la dernière côte. Nos pas résonnent comme des tambours. Dans mes oreilles, le chant des rails, le souffle du vent, le murmure des docks. Et dans ma poitrine, un battement qui refuse d'abandonner.